une précédente vidéo, nous avons proposé une cartographie des ressources minières du Congo-Brazzaville ainsi qu'une gamme d'applications industrielles qui en découlent. Cette présentation pose le cadre de l'exploitation de ces ressources minières et de leur transformation sur le sol congolais en se basant sur des cycles économiques longs. En outre, pour mesurer convenablement la totalité de la richesse créée et garantir la part de la valeur qui revient à notre nation, il est plus que nécessaire de mettre en place un certain nombre d'outils qui garantiront l'intégrité des données publiées et l'exactitude de la valeur mesurée. Ces outils sont les audits d'exploitation, les audits financiers, l'extra-financier et l'éthique, les contrats qui s'y rapportent et enfin, le libre accès à l'information par la population et la transparence. Enfin, nous esquisserons pour notre pays un modèle économique 1 tiers, 2 tiers, puis un schéma des investissements pour lui permettre de devenir une nation industrielle prospère. Pour maîtriser l'exploitation de nos ressources minières, il nous faut définir un cadre. Or, nous avons pour ambition de faire de notre pays une nation bénie et prospère. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des ressources minières extraites de notre sous-sol seront transformées sur place, c'est-à-dire dans notre pays, afin de capter le maximum de richesses créées sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Cela préfigure deux grands pans de l'industrie, dont l'un spécialisé dans l'extraction minière et la transformation de ces minerais en des produits bruts, tels que l'acier et ses alliages, destinés aux entreprises, c'est-à-dire au segment B2B, et un deuxième pan spécialisé dans la transformation de ces produits bruts en des produits finis, destinés à la consommation par le grand public. Pour ce faire, nous privilégierons des collaborations avec transfert de compétences. Afin d'éviter les situations de monopole, nous ferons appel à 3 différents groupes industriels spécialisés dans l'extraction et la transformation des minerais en des produits bruts destinés aux entreprises. Un s'implantera dans le pôle Sanga, Cuvette Ouest, un deuxième dans le pôle Poul, Lekumu, Bwenza, et enfin un troisième dans le pôle Kwilu-Nyari. Chacun de ces industriels ne pourra travailler sur le sol congolais que par l'intermédiaire d'un véhicule d'investissement, codétenu avec l'État congolais à parts égales, en fonds propres et en droit de vote. Un joint venture détenu à 50% par chacune des deux parties. Chacun de ces industriels ne pourra travailler sur le sol congolais que par l'intermédiaire d'un véhicule d'investissement, codétenu à parts égales avec l'État congolais, en fonds propres et en droit de vote. Un joint venture codétenu à 50% par chacune des parties. L'exploitation de notre sous-sol devra se faire en limitant les impacts néfastes sur l'écosystème et sa biodiversité. Pour réussir la spécialisation industrielle de nos régions, nous ouvrirons notre marché à certaines grandes entreprises spécialisées dans la fabrication de produits finis. Elles bénéficieront d'une main-d'œuvre abondante et attractive en termes de coûts, d'une fiscalité attrayante et d'un accès privilégié aux produits bruts spécifiques à leur métier. En revanche, elles auront pour obligation de faire appel à de la sous-traitance par des entreprises congolaises sur certaines parties de leur chaîne de valeur. C'est comme cela que nous envisageons le transfert de compétences. Afin de canaliser notre champ d'action, nous nous fixerons des jalons afin de mettre en perspective tous nos efforts sur l'échelle des temps. Aussi, avons-nous trouvé plus approprié de nous appuyer sur les cycles Kondratiev, qui sont des cycles économiques longs, avec une phase haussière de 25 ans et une phase baissière de 25 ans, soit 50 ans au total de cycles économiques. Dans la théorie des grands cycles de la conjoncture de Nikolai Kondratiev, 2 conclusions nous intéressent particulièrement. La première est la suivante, je cite: « Au cours des 2 décennies environ, précédant le début de la vague ascendante d'un grand cycle, on observe une activité accrue dans le domaine des inventions techniques. Avant le début et au début de la vague ascendante, on observe une large application de ces inventions dans la pratique industrielle,
Application liée à une réorganisation des rapports de production. Le début des grands cycles coïncide en général avec un élargissement de l'orbite des relations économiques mondiales. Rôle croissant des pays nouveaux dans la vie économique mondiale. Enfin, le début de la vague ascendante est précédé par de sérieux changements dans l'extraction des métaux précieux, techniques de production et dans la circulation monétaire. Fin de citation. La deuxième étant la suivante. Je cite. Des remarques préliminaires précédentes, il ressort clairement que la vague ascendante d'un grand cycle est liée au renouvellement et à l'extinction des biens capitaux fondamentaux, à un changement radical et à un regroupement nouveau des principales forces productives de la société. Mais ce processus suppose d'énormes mobilisations de capitaux. Pour pouvoir le réaliser, il est évidemment indispensable de disposer de ce capital, ce qui n'est possible que sous certaines conditions. La première est que l'accumulation du capital ait atteint un volume important. Cette accumulation peut se réaliser en partie en nature, en partie en monnaie au sens le plus large du terme, mais aussi importante que soit l'accumulation déjà réalisée. On ne dispose jamais d'un fonds de capitaux si grand qu'on puisse continuer à le dépenser pendant toute une décennie ou davantage. C'est pourquoi la possibilité d'investissement massif et prolongé présuppose une seconde condition, à savoir que le processus d'accumulation dure, et ce, à un rythme tel que sa courbe dépasse celle des investissements courants. Mais cette accumulation peut se produire dans différentes couches de la société capitaliste. Or, si le capital en cours d'accumulation se trouvait à l'état dispersé et diffus, cela rendrait impossible les grosses dépenses et la reconstruction radicale de l'économie. C'est pourquoi la troisième condition préliminaire de telle reconstruction est la concentration du capital à la disposition de puissants centres de décision. Fin de citation. Nous pouvons donc nous fixer des objectifs de développement à atteindre tous les 50 ans. Ainsi, ces deux conclusions de la théorie des grands cycles de Nikolai Kondratiev exposent les conditions à satisfaire pour impulser la croissance économique sur le long terme. Ce sont les investissements dans l'éducation et la recherche fondamentale qui permettent les découvertes dans les sciences fondamentales théoriques et les inventions techniques isolées. Ces dernières sont utilisées par des entrepreneurs brillants qui les adaptent à des domaines d'application répondant à des besoins de société et les industrialisent. Tout cela est possible à la condition que le capital nécessaire pour soutenir le progrès continu coule à flot de manière ininterrompue sur le long terme. Ainsi, sur les 50 premières années, nous nous positionnerons sur une industrie de fabrication des métaux lourds et légers et de leurs alliages. Nous nous positionnerons également dans l'automobile, l'aéronautique, les télécoms, dans l'armement militaire, dans les chantiers navals, dans l'industrie agroalimentaire, dans la fabrication d'infrastructures informatiques et du cloud. Nous mènerons en parallèle une industrialisation de l'agriculture. Aussi, pour accompagner cela, nous investirons dans les catalyseurs de l'industrialisation de notre pays, que sont les infrastructures et le bâtiment. Dans les infrastructures, nous entendons par là les routes, les ponts, les lignes ferroviaires, aériennes et portuaires pour relier l'ensemble de notre pays et faciliter sa connectivité. Dans le bâtiment, nous faisons allusion à la construction de logements domestiques, de centres d'affaires, d'universités et d'écoles, à la modernisation des lieux de commerce et des marchés traditionnels. Quel sera le modèle économique de l'État congolais? Autrement dit, comment notre pays gagnera-t-il de l'argent en exploitant son sous-sol? Nous avons précédemment déclaré que la totalité des minerais extraits du sol congolais seront transformés sur le sol congolais. Ils seront transformés en produits bruts, destinés aux entreprises comme matière première. On parle alors de segment B2B, autrement dit, business to business. Ensuite, des entreprises transformeront ces produits bruts en des produits finis destinés au grand public. On parle alors du segment B2C, autrement dit, business to consumer. Le segment B2B
de la transformation des minerais sera le monopole de l'État congolais. 50% des bénéfices issus de la vente des produits bruts reviendra à l'État congolais. Ces bénéfices seront générés par les 3 véhicules d'investissement codétenus avec les 3 grands groupes industriels du secteur minier qui nous permettront de monter en compétences dans le domaine. Une autre partie des revenus seront liés à l'impôt sur les sociétés payé par ces 3 joint ventures. 2 tiers des produits bruts fabriqués par ces 3 véhicules d'investissement seront vendus aux entreprises situées sur le sol congolais pour la fabrication des produits destinés au grand public pour le marché intérieur et extérieur. 1 tiers des produits bruts issus des premières transformations seront directement vendus à l'étranger pour diversifier nos sources de revenus et ainsi limiter les risques économiques. Enfin, les recettes issues du segment B2C seront générées par les impôts et les taxes perçus par l'État congolais. Au reste, pourront s'ajouter les revenus issus de la manne pétrolière qui pourront abonder notre fonds souverain congolais. Le fonds souverain congolais aura pour mission de développer 4 secteurs, à savoir la construction d'infrastructures et des bâtiments, l'industrie lourde et légère, la recherche, l'innovation, la production d'idées à travers des laboratoires, des startups et des think tanks, l'industrie de l'extraction minière et leur transformation en produits bruts. Ces 4 secteurs seront respectivement gérés par 3 fonds détenus par le Fonds souverain congolais. Voici le schéma des investissements que je vous présente. Le fonds d'investissement spécialisé dans la construction d'infrastructures et des bâtiments, le FISCC. Ensuite, le fonds d'investissement spécialisé dans l'industrie lourde et légère, le FISIC. Et enfin, le fonds d'investissement chargé de l'essor des startups, le FICESC. En outre, le Fonds souverain congolais fonctionnera à l'aune d'une banque d'investissement possédant ces 3 fonds spécialisés, dont le but sera d'impulser un écosystème constitué de startups, de PME et d'ETI qui constituera notre tissu économique. Le Fonds souverain congolais, autrement dit le FSC, mettra à disposition le cash nécessaire dans ces 3 fonds spécialisés afin qu'elles investissent dans des entreprises ou des projets à fort potentiel. À long terme, des flux financiers issus de ces investissements remonteront de ces entreprises vers le Fonds souverain congolais sous forme de dividendes ou sous forme de produits issus de cessions de participation. Le FSC investira directement dans le secteur minier au travers de joint ventures codétenus à parts égales avec 3 industriels de notre choix, comme nous l'avons dit précédemment. Afin de soutenir les investissements sur le très long terme, il faudra continuellement abonder le FSC en cash. Les principales sources de cash sont les recettes de l'État, l'épargne de la diaspora et l'épargne des Congolais sur place. Il faudra donc mettre en place des mesures incitatrices pour attirer cette épargne avec une fiscalité avantageuse afin que les capitaux congolais possèdent majoritairement son économie. Cela revient à dire qu'il faudra mettre des gages pour sécuriser cette épargne à travers des investissements de qualité et des investissements sécurisés. Pour garantir la fiabilité des données et leurs mesures, nous mettrons en place une gamme d'outils qui aura pour but de contrôler la valeur produite à tous égards. Il s'agit donc en premier lieu de la valeur sociale, l'exploitation minière, la transformation sur place, l'industrialisation de notre pays. Sont-elles bénéfiques à toutes les couches de la population et dans quelle mesure? Quel est l'impact social? Positif ou négatif? Quel est le traitement des Congolais dans leur collaboration avec les entreprises étrangères? Sont-ils lésés, maltraités ou dominés? Ont-ils la plus grosse part du marché global? L'écosystème naturel est-il menacé dans son intégrité? Les forêts, les nappes phréatiques, les cours d'eau, la biodiversité sont-ils en danger? Y a-t-il de la corruption? Est-elle punie? Et les enfants sont-ils exploités? Quel est le niveau général de satisfaction de la population? Les leaders politiques de notre pays auront à répondre à ces questions devant le peuple et à justifier leurs actions. Dans la gamme d'outils que nous proposons, ce volet sera géré par l'extra-financier et l'éthique. Il s'agit ensuite de la valeur économique et financière, l'exploitation des ressources minières
et l'industrialisation de notre pays crée-t-elle de la richesse? Quelle valeur de la richesse créée est captée dans notre pays? Comment se répartit-elle au sein des couches sociales? Et dans quelle mesure apporte-t-elle des améliorations significatives des conditions de vie? 4 éléments de notre gamme d'outils permettent de garantir la valeur économique qui revient à notre pays. Ces éléments sont les audits d'exploitation, les audits financiers, les contrats qui s'y rapportent, le droit et le libre accès à l'information par la population et la transparence. Que ce soit dans les véhicules d'investissement co-détenus par l'État congolais, avec les entreprises étrangères spécialisées dans l'extraction minière ou dans les entreprises du secteur privé, les audits d'exploitation doivent être rigoureux et obligatoires. Dans le premier cas, le but est de garantir la fiabilité des données en fonction de la quantité exacte des minerais extraits de notre sous-sol. De ce fait, les auditeurs doivent avoir un accès libre et illimité aux plateformes. C'est également valable pour le secteur pétrolier. Est-ce que les quantités extraites sont-elles fiables et en adéquation avec le permis d'exploitation et le chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise dans son pays d'origine? Nous mettrons en place les moyens nécessaires pour que notre pays soit capable d'auditer avec certitude. Pour cela, nous investirons dans les formations nécessaires, dans les appareils de mesure, tout en éliminant les risques de conflit d'intérêts. 2. Les audits financiers. Ils auront pour but de vérifier la véracité des données publiées par l'entreprise, telles que son patrimoine, les flux de trésorerie générés par son exploitation, ses revenus et enfin ses bénéfices. De ce fait, la quantité exacte des minerais extraits de notre sous-sol devra être en adéquation avec les revenus déclarés par l'entreprise. En outre, les auditeurs auront à scruter les bénéfices de l'entreprise en mettant l'accent sur les coûts générés par son exploitation et par sa dette, mais également à l'aune des données financières publiées par des entreprises comparables. 50% des bénéfices générés par le véhicule d'investissement co-détenu avec le partenaire étranger reviendra à l'État congolais. Les deux partenaires décideront d'un commun accord la partie des bénéfices à réinjecter dans l'entreprise afin de soutenir les investissements et la partie des bénéfices à verser en dividendes. Ainsi, ils décideront ensemble de la politique d'investissement et de la politique financière. En ce qui concerne la valeur financière, nous aurons à mener des analyses financières pour mesurer la performance économique avec des indicateurs de mesure de création de valeur économique pour mesurer la performance actionnariale avec des indicateurs de mesure de création de valeur actionnariale afin de permettre aux Congolais de formuler un jugement sur la gestion des ressources de leur pays, mais aussi afin d'attirer les capitaux sur notre territoire. 3. Les contrats qui s'y rapportent. Il faut de la vigilance dans les contrats d'exploitation de notre sous-sol. Ces contrats doivent baliser les conditions d'exploitation de nos richesses, les quantités à extraire et à transformer et définir le partage de la valeur. Aucune clause ni option doit léser le pays. Ils doivent également répartir au global les parts de marché dans l'exploitation minière. Avant le démarrage de toute activité d'exploitation, l'État congolais devra participer, vérifier et faire de son côté l'exercice du financement de projet qui consiste à estimer sur le moyen long terme les quantités de mines qui seront extraites de notre sous-sol, à estimer les revenus futurs, les coûts et les besoins en financement et enfin à estimer la profitabilité et la rentabilité des projets. Tout cela sera à traduire dans les contrats d'exploitation afin de garantir les intérêts du peuple congolais. 4. Le droit et le libre accès à l'information par la population. L'État congolais devra garantir le libre accès à l'information par la population et lui rendre des comptes sur la gestion de ses ressources. Pour cela, l'État instruira les Congolais sur les mécanismes de création de richesse dans leur pays afin qu'ils soient en mesure de savoir quelle est la valeur de la richesse créée et quelle partie arrive réellement dans leur poche. Les Congolais devront avoir accès aux comptes des entreprises d'exploitation minière exerçant dans notre pays. Ils devront aussi avoir accès aux analyses financières, aux rapports d'audit et aux contrats qui s'y rapportent. Il faudra donc un grand travail de vulgarisation afin que ces données soient compréhensibles, intelligibles et accessibles par tous. Je vous prie de trouver mon livre intitulé Pour un Congo prospère, paru aux éditions Les Trois Colonnes. Je vous remercie.